Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. On va s'intéresser aujourd'hui à l'histoire d'une petite entreprise française qui refuse de se laisser faire face à un géant du commerce. Florette, marque nantaise spécialisée dans les fleurs durables, accuse le BHV de dizaines de milliers d'euros d'impayés, a décidé donc de porter l'affaire devant la justice pénale. Et derrière ce bras de fer, une question centrale. Comment les PME françaises peuvent-elles survivre quand la trésorerie est fragilisée par les retards de paiement des grandes enseignes? On en parle tout de suite avec Margot Prévost, co-dirigeante de Florette. Sud Radio C'est ça la France. Merci d'être avec nous, Margot. Bonjour, merci beaucoup. Au micro de Sud Radio. Alors, peut-être déjà un mot sur Florette. Florette, racontez-nous comment est née cette marque et quelle est son ambition de départ. Oui, alors Florette existe depuis 2019, mais c'est pas moi qui ai fondé l'entreprise. On a repris l'entreprise avec Vincent Moriot, qui est mon associé, au mois d'avril dernier, en 2025. Et chez Florette, notre spécialité, c'est la fleur durable. Donc on fait de la fleur séchée, des bouquets de fleurs séchées, des fleurs en papier, des fleurs artificielles, et puis plein d'accessoires fleuris pour amener du sourire chez les gens. Et un marché qui est en pleine évolution, hein. Il y a une vraie demande de cette fleur plus durable qui va se garder. Oui, je pense qu'il y a un vrai enjeu autour de ce sujet. Il y a pas mal de polémiques et de questions qu'on peut se poser autour de la fleur fraîche. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment un questionnement à avoir sur comment est-ce qu'on peut continuer à avoir des fleurs et embellir son intérieur tout en réfléchissant aux aspects de durabilité qu'on peut mettre derrière ces nouveaux modes de consommation. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre la direction en avril dernier de cette entreprise ? C'est une chouette mission. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour faire grandir l'entreprise. Et puis les deux cofondateurs arrivaient à un tournant. Ils avaient envie d'aller faire autre chose. Et nous, on avait l'énergie et l'envie d'emmener Florette à l'étape d'après. Donc c'est pour ça qu'on a repris pour justement construire la suite et développer des nouveaux projets et continuer de faire grandir Florette. C'est ça, hein, mettre en valeur la fleur aussi locale, la relocalisation, cette volonté vraiment comme vous le disiez à l'instant, c'est-à-dire qu'on sait bien que les fleurs produites loin, à l'autre bout de la planète sont très controversées. Et donc voilà, il y avait ces valeurs de départ que vous vouliez apporter, donc nous faire aimer la fleur naturelle et séchée. Elle était déjà au BHV, l'entreprise, quand vous l'avez reprise ? Oui, Florette était au BHV depuis 2024, donc ça faisait déjà un petit moment. Et quand nous, on a repris l'entreprise, il y avait déjà un petit espace au BHV où on pouvait retrouver les différentes fleurs Florette. Donc vous faites partie de toutes ces marques du BHV. On rappelle que le BHV, ce grand magasin parisien incontournable. Vous faisiez partie de ces marques qui, j'imagine, étaient assez méfiantes vis-à-vis de l'arrivée de Chine, cette fameuse entreprise chinoise Chine. Alors c'est vrai que pour nous, c'est arrivé assez tardivement. Bien sûr, on se pose beaucoup de questions liées au modèle d'entreprise comme Chine et c'est un modèle qu'aujourd'hui, nous, on cautionne pas parce qu'on est dans de la fast fashion, etc. Mais pour nous, c'est arrivé assez tardivement. En fait, on était déjà quasiment partie du BHV au moment où la problématique de Chine a commencé à se poser à cause de ces problèmes d'impayés. Et on se serait sûrement posé la question différemment si on était resté au BHV à ce moment-là. Mais finalement, on a été moins confrontés à cette problématique que d'autres marques qui ont communiqué sur le fait qu'elles partaient à cause de l'arrivée de Chine. Alors, quand est-ce que vous avez commencé à constater les premiers retards de paiement et à quel moment vous avez compris que la situation devenait vraiment critique ? Alors pour nous, c'est compliqué depuis longtemps puisque les dernières factures impayées datent d'il y a plus d'un an, bientôt un an et demi. Donc ça fait un moment qu'on a des soucis de ce côté-là. Après, on a toujours essayé de trouver des solutions en bonne entente avec l'équipe du BHV. Et là où ça s'est compliqué, c'est plutôt à l'été dernier, à l'été 2025, puisqu'on nous a demandé de donner un coup de main en remettant en place un pop-up et en ramenant de nouveau de la marchandise au mois de juin dernier. Ce qu'on a fait, on a essayé de développer un nouvel espace. On avait plus de mètres carrés, donc plus de marchandises à amener à ce moment-là, en échange d'un paiement qui devait arriver juste avant ce nouveau pop-up. Parce que c'était des frais engagés de votre part, là encore, pour pouvoir remettre en place ce nouveau pop-up.
Exactement. Alors, en termes de frais, c'est surtout beaucoup de marchandises on envoyait au BHV, qui du coup a été immobilisé à ce moment-là, et surtout qui a été vendu entre-temps et qui a créé une nouvelle facture impayée sur un volume de marchandises qui était non négligeable. Donc c'est surtout à ce moment-là, à l'été, que c'est devenu vraiment critique et qu'on s'est dit que là, on pouvait plus. On avait essayé, on avait fait le maximum pour jouer le jeu, mais qu'on pouvait pas aller plus loin et qu'il fallait que ça s'arrête à un moment. Il fallait un peu sonner la fin de la récréation. Oui, et c'est pas simple, hein, de prendre une décision comme celle-là, parce que voilà, le BHV, on sait bien que c'est un endroit assez incontournable dans Paris, mais vous évoquez environ 50 000 euros d'impayés. Pour une PME comme la vôtre, quelles conséquences cela a-t-il, hein, concrètement sur votre façon de travailler, sur la trésorerie? Alors, je pense que c'est vrai que c'est un gros enjeu pour une petite entreprise comme Fleurette. 30, 50 000 euros, ça n'a pas le même impact probablement pour nous que pour une grosse structure comme le BHV. Nous, ça a une conséquence directe sur notre quotidien et sur tous les projets qu'on est en train de mener et qu'on avait déjà commencé à lancer. Là, notre gros projet, celui qui occupe nos journées, c'est la relocalisation d'une partie de la production en France. On a déjà un bâtiment pour le faire et en fait, il nous manque de la trésorerie pour continuer à l'équiper et surtout pour embaucher toutes les personnes dont on aurait besoin pour pouvoir avancer sur la production. Tout est prêt, on est prêt à les accueillir, on est motivé, mais on a besoin de pouvoir avancer sur ce projet. Donc en fait, c'est un gros coup de frein pour ce type de projet. D'où votre coup de gueule sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que l'affaire a été médiatisée. C'est que là, vous êtes vraiment... là, il en va de la survie de l'entreprise, quoi. Vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça avance, quoi. Il faut vraiment que vous ayez au moins le paiement d'une partie de ce que vous doit le BHV. Oui, alors c'est pas tant la survie de l'entreprise globale, c'est plutôt qu'on puisse vraiment développer ces projets et que ça aille dans le bon sens. Et sinon, ça va prendre beaucoup plus longtemps que ce qui est prévu. Et c'est sûr que ça nous complique la vie au quotidien, ouais. Et du coup, vous n'êtes pas les seuls dans cette situation. Est-ce qu'il y a une solidarité entre justement toutes ces marques qui se sont retrouvées avec des factures impayées au BHV? Est-ce que vous essayez de vous organiser ensemble pour réussir? Parce que c'est un peu David contre Goliath, quoi, en quelque sorte. Oui, alors c'est sûr que surtout suite à notre communication, on a été contacté par beaucoup de marques, certaines avec lesquelles on échangeait déjà avant. Après, chaque marque a eu un peu sa stratégie, on va dire, et a fait des démarches différentes. Certaines ont essayé d'autres voies, nous on en a choisi une. Aujourd'hui, on est contacté par des marques qui se demandent si on peut faire quelque chose en commun. Ce qui est pas facile, c'est de trouver la bonne façon de le faire, parce qu'en France, on n'a pas la démarche de class action à l'américaine, ça n'existe pas pour les entreprises. Donc il faudrait trouver le bon format. Aujourd'hui, nous, on a pris la parole et ce qu'on se dit, c'est que déjà, ça permet de visibiliser le sujet. Bien sûr. Et ça donne l'opportunité à d'autres marques aussi de se saisir du sujet et puis de faire entendre leur voix à leur tour. Et aujourd'hui, c'est de cette façon-là, je pense qu'on contribue aussi aux attentes des autres marques qui n'avaient peut-être pas pris la parole jusque-là et qui ne savaient pas comment faire valoir leurs droits, en fait. Parce que qu'on comprenne bien, là, vous avez décidé d'aller jusqu'à une procédure pénale. Hein. C'est ce qui est plutôt rare dans ce type de litige commercial. C'est un choix de votre part. Oui, c'est ça. C'est un choix de notre part. On a décidé d'emprunter cette voie qui est un peu différente de la voie du civil que d'autres entreprises ont choisi d'exploiter, mais a priori sans résultat jusqu'à maintenant. Donc nous, on a choisi une autre méthode et on verra ce que ça donne, on verra ce que l'avenir nous réserve. Personne ne sait, mais c'est ce qu'on a choisi de faire aujourd'hui. D'ailleurs, vous le dites hein, sur vos réseaux sociaux, vous rappelez l'importance, c'est un combat hein, pour les PME et pour les artisans. Ce que vous menez en ce moment, c'est vraiment pour qu'on comprenne bien que ça peut vraiment déstructurer et déstabiliser une PME. Quoi. C'est-à-dire que vraiment, ces retards de paiement, c'est vraiment handicapant, quoi. Oui, ça a un gros impact. Je pense qu'il y a vraiment une question on vit pas au même rythme, en fait, qu'un grand groupe. Un grand groupe, nous, les effets, on les voit au quotidien. Alors, je vais peut-être pas dire heure par heure, mais en tout cas, au jour le jour, ça a des conséquences directes. Là où des plus grosses structures peuvent peut-être penser à la semaine, au mois, parfois même à l'année. Nous, on n'est pas du tout dans la même logique. On a des échanges avec nos fournisseurs, nos partenaires tous les jours. C'est vraiment du quotidien. Et quand on a un trou dans la trésorerie, ça a un impact sur les journées qui suivent directement.
Oui, puis donc au-delà de l'attaque en justice du BHV, il y a aussi cette volonté finalement, avec votre coup de gueule, de rappeler que voilà, qu'il faut protéger ces petites entreprises, quoi. Vous venez de le dire, on n'a pas le même rythme, l'impact il peut être vraiment dramatique, donc il faut les protéger. Et on en profite pour dire qu'il y a le 14 juillet, j'allais dire. il y a la Saint-Valentin, mais pas que. Mais finalement, nous, en tant que consommateurs, chaque commande est un vote pour l'artisanat français. Donc vous avez même lancé ce bouquet solidaire, le franc-parler d'ailleurs, vous l'avez intitulé le franc-parler. L'importance finalement de nous rappeler que nous aussi, à notre niveau, on peut faire changer les choses. On peut changer les choses. Oui. Oui, ben c'est vrai que en fait on a eu beaucoup de propositions, de demandes quand on a commencé à communiquer de notre communauté qui nous a demandé comment est-ce qu'ils pouvaient nous aider. Certaines personnes ont même proposé de nous faire des dons, mais c'est vrai que c'était pas notre objectif ou notre attente. On reste une entreprise et donc on s'est demandé comment on pouvait faire quelque chose qui correspondait à notre ADN. Et ce bouquet franc-parler, donc le bouquet bleu, blanc, rouge, on l'a pensé un peu comme un bouquet manifeste avec 3 niveaux de prix en fonction du niveau d'engagement que notre communauté pouvait mettre pour nous soutenir. Et on a été vraiment hyper touchés et surpris aussi, parce que en fait, beaucoup de gens ont choisi de ne pas forcément mettre le prix minimum, mais de mettre un prix un peu plus élevé parce qu'ils avaient envie de soutenir le modèle qu'on défend aujourd'hui. Et je pense que ça en dit long aussi sur les attentes des consommateurs et sur le modèle d'entreprise qu'ils ont envie d'aider à grandir près de chez eux aujourd'hui. Oui, puis apporter du sens à son achat. Là, concrètement, on sait pourquoi on se fait plaisir, parce que ça va être un magnifique bouquet. Et derrière, on aide une entreprise qui, en ce moment, est dans un passage un petit peu plus compliqué. Oui, c'était vraiment un de nos enjeux. Je pense aussi c'est d'être assez transparent auprès de notre communauté, et on a eu aussi des retours là-dessus. En fait, partager les coulisses, expliquer vraiment ce qui se passe. Finalement, c'est assez rare. Il y a assez peu d'entreprises qui le font. On a souvent des communications un peu institutionnelles. On parle de ce qui va bien, on parle pas de ce qui est plus compliqué. Et pour nous, c'était important de garder cette transparence, et c'est ce qu'on espère continuer à faire par la suite. Mais je trouve que ça rend les choses aussi plus humaines, parce qu'on le sait bien, le monde de l'entreprise, c'est un peu parfois les montagnes russes. Et là, voilà quoi, il y a ce bouquet solidaire qui est là. Alors je parlais du 14 février, attention, c'est le franc-parler, c'est un bouquet qui met en place, j'imagine, sur le long terme. Et puis c'est vrai que pour le coup, c'est un bouquet qui est là pour en guise de solidarité. Mais alors, le poids de la communauté, ça j'aimerais qu'on en parle aussi, parce que ça change la donne, ça aussi, hein, le poids des réseaux sociaux, d'avoir une communauté qui vous suit. Oui, c'est hyper important pour nous. Alors ça l'était déjà avant, parce qu'on a toujours fait en sorte d'écouter en fait ce que souhaitait notre communauté, nos clients, pour comprendre comment est-ce qu'on pouvait répondre à leurs besoins le mieux possible. Mais c'est vrai que dans des moments comme ça, c'est aussi important de voir en fait ce qui les touche, ce qui les intéresse et ce dont ils ont envie. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de Made in France, de relocaliser, de la production, etc. Mais on n'a pas toujours l'impression qu'il y a le soutien et l'engagement qu'il faudrait derrière, parce que aussi, produire en France, ça coûte un peu plus cher. Parfois, les délais sont un peu plus longs. En tout cas, on peut avoir des enjeux qui sont pas les mêmes que quand on produit à l'étranger, à bas coût, etc. Et en fait, c'est hyper important aujourd'hui de sensibiliser à ces sujets-là et de communiquer avec ses clients, parce qu'il y a un certain nombre de sujets dont ils n'ont pas forcément conscience, dont ils se rendent pas compte. Seulement en leur expliquant et en prenant leur retour qu'on peut construire quelque chose de gagnant-gagnant, et qui crée une relation qui fonctionne à long terme pour tout le monde, et qui fait qu'on peut créer des belles choses qu'ils aiment bien avoir dans leurs intérieurs, dans notre cas. Oui, et puis avec une relocalisation, ça aura forcément aussi un impact sur le prix, mais quand on le comprend, voilà, ça peut être accepté. Mais c'est vrai que c'est du coup, d'où l'importance. Moi, je retiens aussi de notre échange cette transparence, quoi. Cette volonté d'être le plus transparent possible avec sa communauté, avec ses clients. Oui, c'est vraiment l'enjeu pour nous aujourd'hui, et c'est ce qu'on cherche à faire. Et on n'est pas nous, notre métier, c'est d'envoyer des fleurs et des sourires chez les gens. C'est pas de faire des grosses actions de communication habituellement. Et donc on a envie de garder cette sincérité et ce côté spontané qui était à l'origine de cette démarche, et qu'on met dans tout ce qu'on fait. Et c'est vraiment, je pense, en restant nous-mêmes qu'on va réussir à construire quelque chose de beau aussi avec nos clients pour la suite.
Et d'une manière générale, Margot, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'on le voit bien, hein, vous avez une énergie incroyable, vous essayez vraiment de faire en sorte de faire avancer cette entreprise comme vous le souhaitez. Il y a cette volonté de relocaliser, donc on voit qu'il y a beaucoup de projets à venir. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est une bonne question. Alors moi, je suis pas un requin de l'entrepreneuriat, mais je pense que ce qui me plaît, c'est de créer des choses qui vont rester chez les gens, qui les animent, qui les portent. En fait, quand on envoie un bouquet chez des clients et qu'on nous dit moi j'ai choisi vos fleurs pour mon mariage parce que j'avais envie de les garder, et en fait ça fait déjà 6 ans et j'ai encore mon bouquet et je suis super contente de l'avoir, et voilà. En fait, c'est hyper précieux et ça donne envie de se lever le matin. Donc, en fait, se créer le métier qui donne envie de se lever le matin, c'est quand même assez formidable. Et le faire avec des fleurs, c'est quand même assez chouette aussi. C'est vrai. Et, c'est une bonne motivation pour entreprendre. Bon, on vous souhaite beaucoup de courage et puis on sait que via vos réseaux sociaux, on serait informé de la suite. Voilà, bravo encore à Margot Prévost, et puis j'espère que vous obtiendrez gain de cause avec le BHV assez rapidement et que ce projet de relocalisation va continuer à se mettre en place comme vous le souhaitez. Merci beaucoup Margot d'avoir échangé avec nous. Je rappelle que vous êtes la co-dirigeante de Florette, et belle journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Alors on va se quitter un court instant et on se retrouve juste après avec Thibaut, notre French Trotter. Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio C'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Thibaut qui continue son feuilleton hivernal autour de la montagne et des coulisses des stations de ski. Et aujourd'hui, je crois, Thibaut, qu'on part pour Morzine, au cœur des Portes du Soleil, qui propose une animation assez originale. Exactement, Nathalie. Aujourd'hui, le ski de 9h à 17h, c'est terminé. Les stations rivalisent d'imagination pour proposer d'autres expériences aux visiteurs. À Morzine, par exemple, à l'heure du déjeuner, à la Pointe de Nyon, on peut déchausser les skis pour assister à un spectacle de rapaces proposé par le parc animalier des Aigles du Léman. Une animation à la fois spectaculaire et pédagogique qui permet de mieux connaître les oiseaux de montagne. Alex, fauconnier et animateur du spectacle, nous en dit plus. Alors avant tout, c'est pour présenter les oiseaux qui vivent de manière générale en montagne, en tout cas qui sont habitués au climat froid, étant donné qu'on est à Morzine ici en montagne. Et c'est avant tout pour faire de la pédagogie, pour présenter les oiseaux, quels sont un peu leurs attributs biologiques, et ensuite quel est l'intérêt de les présenter pour ensuite les préserver. On garde des oiseaux justement pour avoir un réservoir génétique, puis ensuite en réintroduire si besoin à terme, quoi. On va vous présenter un petit couple de milans, les milans qui sont des oiseaux migrateurs. Ils reviennent chez nous à la belle saison au début du mois de mars pour se reproduire. Ils vont ensuite repartir à la fin du mois d'août en migration en Afrique. Une présentation de chaque type de rapace. Voilà, ici on a 13 oiseaux. Durant le spectacle, on présente les oiseaux, du coup les 13 rapaces qu'on a. Et puis afin de sensibiliser les gens et apprendre à connaître les rapaces pour ensuite mieux les protéger du coup. Vous les faites voler, vous faites des démonstrations? Oui, alors on fait 4 représentations par jour. On a une descente à ski avec un faucon. Ensuite on a 2 représentations de rapaces qui durent à peu près 25 minutes, commentées toujours avec un micro. Donc à midi et demi, 14h30. Et ensuite à 15h30, on fait partir un aigle du sommet de la Pointe de Nyon. Donc il y a à peu près 600 mètres de dénivelé et 1 km de distance de là où on est jusqu'à la pointe. Donc elle peut voler autant de temps qu'elle le veut, et puis au bout d'un moment je la rappelle et puis elle revient sur mon gant, si tout se passe bien. Comment on devient fauconnier? Alors on devient fauconnier par passion, et puis après souvent c'est en faisant des stages auprès d'autres passionnés dans d'autres voleries en France. Donc moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai fait plusieurs stages dans différents parcs zoologiques. Donc ils m'ont transmis cette passion et cet amour pour les zoos, et puis au fil des stages et au fil des mois, j'ai appris petit à petit, j'apprends encore à devenir le meilleur fauconnier que je puisse être. Beaucoup de fauconniers en France? Non, il n'y a pas beaucoup de fauconniers. Alors, je pourrais pas vous dire exactement le nombre qu'il y en a, mais je sais que c'est un petit milieu vraiment tout petit où tout le monde se connaît de manière générale. Après, il faut bien différencier les fauconniers qui travaillent dans les voleries et les fauconniers qui sont chasseurs. C'est bien deux branches différentes. Nous, on présente les oiseaux en spectacle, mais en tout cas, c'est déjà pas mal, on est très contents. Et ça nous permet d'émerveiller les gens tous les jours. Ces oiseaux sont ici dans des volières à Morzine, mais où sont-ils le reste de l'année? Alors, le reste de l'année, les oiseaux redescendent avec nous donc, aux Aigles du Léman. Le parc animalier est basé au bord du lac Léman, entre Thonon et Genève. Donc là, on a un grand parc avec des grandes volières et chacun pareil à sa volière, donc tout seul ou en communauté en fonction des besoins de l'espèce.
Voilà une belle occasion de découvrir la beauté des rapaces. Alors vous l'avez dit, les stations diversifient leurs activités, et puis en plus ça tombe bien, parce que c'est bientôt les vacances de février. Ah oui, j'ai justement interrogé le directeur des Portes du Soleil, Fabrice Mielzarek, qui est sur la manière dont les stations élargissent leur offre, avec notamment le vélo pendant l'été, mais pas seulement, écoutez. Alors aujourd'hui, il est clair que notre économie, elle réside sur l'économie d'hiver, puisqu'on a des grosses saisons d'hiver. Mais par contre, il y a, dans les années 90, les Portes du Soleil ont eu la bonne idée d'imaginer que le vélo pouvait prendre une part importante, notamment l'été. On a 5 bike parks, on fait quasiment 2 millions de passages, avec un chiffre d'affaires non négligeable. Et aujourd'hui, c'est une vraie référence européenne et internationale pour les gens qui aiment rider. Il y a plein d'autres activités aussi en montagne. Bien sûr, il y a la randonnée. La randonnée, c'est l'activité phare pour les gens. On n'est pas obligé de prendre une remontée mécanique. On fait comme on a envie. Il y a le trail. Le trail, les gens aiment courir dans la montagne. Après, il y a tout ce qui est culturel. Et puis aussi les contemplatifs. Pas oublier que les gens viennent aussi à la montagne pour simplement se reposer, se retrouver avec des amis, le partage. Et aujourd'hui, la montagne, je pense qu'on l'oublie un peu, mais c'est aussi le ressourcement. Ce que la clientèle vient chercher, c'est aussi l'authenticité, je crois. Oui, absolument. On a encore beaucoup de gens du pays qui sont restés au pays, qui croient en leur village, en leur station. Et on a des gens plus réactifs, des moniteurs, des pisteurs, qui sont agriculteurs à côté, qui sont plombiers, électriciens ou même ingénieurs. Et ces gens-là, en fait, travaillent et aiment travailler au pays. Et on a cette authenticité que d'autres domaines n'ont plus forcément. Voilà, encore un beau témoignage. On vous retrouve la semaine prochaine, Thibaut, pour la suite de ce feuilleton au cœur des stations de ski françaises. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Thibaut. Merci à vous, chers auditeurs. Donc rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout, d'ici là, portez-vous bien. Allez, très bon dimanche à tous. Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers de l'artisanat, artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.